Isabelle Collineau, bonjour. Bonjour Florence, Je suis ravie, Isabelle, de t'accueillir dans mon émission Guérir en soi. merci de m'inviter. Bienvenue. Ça me touche profondément puisque j'ai eu l'occasion, par une personne qui s'appelle Catherine, que je salue, Que je salue aussi. d'avoir tes coordonnées. En fait, merci Guérir en soi, parce qu'en fait, c'est par Guérir en soi et par une émission avec Marie-Odile Sanso que Catherine, un jour, m'a mis un commentaire. On s'est téléphoné et j'en suis venue à t'appeler et tu m'as très gentiment accueilli chez toi avec Bruno. Non, la vie, elle est magnifique quand même. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Voilà. Isabelle, bienvenue. Alors Isabelle Collineau, tu es thérapeute. Alors c'est un mot qui est large. Donc je vais te laisser te présenter. Donc moi j'aime bien me nommer guérisseuse. Je sais qu'en France on n'a pas le droit de dire ce mot, mais c'est celui qui vibre avec mon essence. Donc je l'assume. Donc ça ne veut pas dire que je guéris tout, mais je guéris l'âme qui ensuite va guérir le corps qui est son enveloppe. Donc c'est un peu ça la description que j'aime donner. Donc mais je n'ai pas toujours été guérisseuse. Ça a été un long chemin du combattant. Tu peux nous raconter un peu ton histoire. Oui. Oui, je vais raconter succinctement mon histoire pour voir comment la vie peut nous amener à vibrer ce qu'on est. Donc moi, j'ai travaillé pendant 15 ans aux Nations Unies à Bonn en Allemagne. J'organisais les grosses COP sur les changements climatiques. Donc je connais bien le sujet. Et un jour, mon chef est devenu fou. On peut appeler ça comme ça, il a perdu la tête et on était très empathiques tous les deux et il a posé sa main sur la mienne et je me suis pris ce que j'appelais à l'époque une décharge électrique, mais vraiment quelque chose de très très puissant. Donc je me suis roulée par terre, c'était très douloureux. Et à ce moment-là, j'ai dit Isabelle est morte. Et après, mon mental, c'est comme s'il y avait eu un virus sur mon disque dur, donc j'étais plus capable de penser pendant des mois. Donc ça veut dire plus être capable de parler, de faire. Enfin, ça a été un gros burn-out officiellement pour les médecins. Pour moi, ça n'a jamais été un burn-out. Enfin bref, j'étais plus capable de rien. Et comme j'étais plus dans le faire, j'ai été forcée à être dans le être. Et donc j'ai fait diverses thérapies pour me remettre sur pied un peu. Et là, je me suis rendu compte que j'avais des mémoires dans mon corps de traumatismes de ma vie à moi, mais de choses qui m'appartenaient pas du tout, de cette vie-là. Donc ça a été une grosse découverte parce que je connaissais absolument pas ça avant. Jusqu'à temps que je rencontre une médium ou une thérapeute énergétique qui me disent: mais Madame Collineau, vous êtes guérisseuse, il faut que vous utilisiez votre don. Alors moi, je me disais, elle est complètement folle celle-là. Je suis moi-même. Qu'est-ce que je vais aller aider les autres? Et enfin bref, ça fait son chemin et j'ai commencé à toucher mes filles au début, mes amis, mes collègues, jusqu'à temps que je me rende compte qu'il se passait souvent quelque chose. Et au fur et à mesure, donc je me suis entraînée pendant 2 ans, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens après étaient plus légers, ou qui pensaient, ils avaient une pensée obsessionnelle sur un thème, elle disparaissait. Je sentais que j'enlevais l'information, j'enlevais la mémoire dans le corps. Et une fois que j'étais sûre de ça, j'ai démissionné des Nations Unies, je me suis mise à mon compte avec mon courage, parce que ça a été difficile. Parce que maintenant, je l'assume, le mot guérisseuse, mais il y a 15 ans, je ne l'assumais pas du tout. Donc, c'était une aventure. Et donc, ça fait 15 ans que je fais ça maintenant. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein d'informations qui restent coincées dans le corps. Donc, l'exemple que je donne le plus souvent, mais ça, c'est du 100%, quand je pose mes mains sur une femme, c'est quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes, si ça fait un bloop sur ses ovaires, par exemple, il y a une espèce de son que je reconnais, je suis sûre qu'elle a avorté. J'ai l'information qu'elle a avorté. Alors, je ne connais pas son histoire, elle m'a rien dit.
Et donc ça veut dire, donc le corps était parti pour faire un enfant, il est stoppé chimiquement ou mécaniquement avec un avortement, et ça laisse une empreinte, c'est un traumatisme évidemment, un traumatisme de la culpabilité et tout ça, mais physiquement, énergétiquement, c'est un stop. Et donc, je le sens. Et à chaque fois, je le dis, les femmes souvent explosent en pleurs parce qu'elles n'en ont jamais parlé, elles ont eu honte, elles ont passé ça sous le tapis. C'est la première fois qu'elles peuvent en parler et faire la paix avec ça. Donc là, c'est vraiment un exemple très très parlant de choses qu'on porte, qu'on pense qui sont plus ou moins digérées. C'est ça. Mais qui sont encore coincés dans le corps. Et le thème un peu de la conférence d'aujourd'hui, on en parle beaucoup en ce moment, de l'inceste et des abus sexuels. Il faut vraiment comprendre que l'abus sexuel ne touche pas que les organes génitaux, il laisse une mémoire vraiment dans le corps. Qui va faire qu'on va avoir d'autres blocages dans sa vie. Donc souvent, les gens qui viennent ne viennent d'ailleurs jamais pour des abus sexuels, ils viennent parce qu'ils ont des problèmes gynécologiques ou des kystes ou des infections ou des problèmes de genoux ou des problèmes de dos. Quand j'entends ça, je sais déjà que ça, c'est déjà des indices très très forts. Parce que symboliquement, le dos, il est fait pour, un peu comme un tuteur, pour que l'enfant il pousse droit. Et si le père ou le grand-père a abusé de son enfant, de l'enfant, forcément que le père il est vacillant. C'est pas lui qui porte. Voilà. Bah oui, c'est ça. Il va déstabiliser l'enfant. Donc le dos, c'est important pour ça. Et les genoux, symboliquement, c'est la relation, le je et le nous. Donc, quand il y a une faille à ce niveau-là, c'est souvent un indice. Et souvent, ça ne veut pas dire que tous les gens font ça ont été abusés, mais moi, ça me donne des indices pour travailler. Et quand je pose mes mains sur le corps, donc ça fait des bloops, je n'ai pas trouvé d'autres mots que bloops, ça fait des réactions avec des sons très différents. Il y a même des bloops qui font des ouvertures de portes grinçantes de caves. C'est très très particulier. Il y a des sons qui arrivent, qui me donnent aussi des informations. Et donc je pose après des questions. Et je suis toujours étonnée que quand je demande est-ce que tu as été abusée sexuellement, la réponse est tout le temps non. Et je gratte un peu. Et là, les personnes me donnent des informations qui sont même pas des abus sexuels, qui sont des viols, donc avec pénétration, et qui ne sont pas du tout enregistrés dans le mental comme viol. Donc c'est « Ah oui, il m'est arrivé ça dans la piscine de mon grand-père, mon cousin m'a mis son doigt dans mon vagin à 3 ans. » Et ça passe comme une information assez banale. Alors, il y en a qui se rappellent évidemment d'abus sexuels, mais la plupart ne s'en rappellent pas ou le déguisent sous quelque chose de « Ah non, c'était juste des câlins » et ça, c'est vraiment un problème parce que le corps, lui, sait. Ah bah lui, il se rappelle. De petites filles, parce que j'ai plus de cas de femmes que d'hommes, hein, mais ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas le même problème. Mais si une petite fille est abusée dans son enfance, son corps va se restreindre, il va se figer. Et si le mental lui fait croire, mais non, il ne s'est rien passé, ça t'a pas fait mal, ou ça n'a pas été violent, ou parce que c'est pas toujours violent, hein, même les incestes ne sont pas violents normalement, c'est toujours insidieux comme ça. Ça fait un espèce de twist dans le système et ça va provoquer des problèmes graves de santé 10, 20, 30, 50 ans plus tard. Quel genre de problème, Isabelle, justement? Enfin, comme tu disais tout à l'heure, des problèmes concrets, donc physiques, des blocages physiques. Bon, voilà, le premier, c'est évidemment des blocages sexuels. Hein, je dirais, dans 90% des cas, ces femmes-là n'ont jamais eu d'orgasme.
n'ont aucun intérêt pour le sexe, ça les dégoûte, parce qu'ils n'ont pas besoin. Et dans 10% des cas, je dirais, ça va faire une hypersexualité. À l'inverse. À l'inverse. Mais j'ai encore jamais eu un cas de femme, d'ancienne petite fille abusée qui a une sexualité normale, épanouie. C'est soit 0, soit 200%. C'est vraiment... Donc ça, c'est la conséquence pour moi la plus gravissime, parce que je suis une ardente défenseuse de l'énergie sexuelle, parce qu'on vient d'un rapport sexuel. L'énergie de fusion des deux cellules, du spermatozoïde et de l'ovule, c'est une énergie complètement miraculeuse. Et si on n'utilise pas cette énergie-là dans notre corps, forcément que le corps ne peut pas être dans sa pleine santé. Donc pour moi, c'est dramatique. Toutes les personnes qui me disent j'ai pas de vie sexuelle ou une fois à Noël, ou c'est juste, c'est pas bon pour l'équilibre énergétique de la personne. Pour la santé. On en parlera un petit peu plus tard de ce qu'on appellera la sexualité sacrée. Oui. Et quand tu as donc ces petits bruits, ces sons et ce que tu ressens, puisque ce sont des ressentis, hein, quand tu poses tes mains sur les personnes, bon, j'imagine évidemment que tu mets les mots et que tu arrives à trouver la façon dont tu vas t'exprimer. Comment elles, puisque c'est souvent plus les femmes, comment elles le ressentent, comment elles le vivent, comment elles l'apprennent en fait? Ah bah c'est le corps qui parle. Donc la plupart du temps, elles vont éclater en sanglots. C'est comme si l'information, elle était tapie quelque part dans leur corps, comme ça, vraiment avec des bétons dessus, béton armé. Et là, moi, j'ouvre la porte à ça, énergétiquement et avec la parole, et tout sort. Il y a tout qui est... Oui. Donc ça, c'est pour moi une confirmation que le corps dit enfin, t'as entendu le truc. Et après, ça peut être carrément que corporel, c'est-à-dire que la femme se met à avoir des spasmes, à se débattre, à hurler, à taper, le traumatisme revient, elle se débat sur ma table comme si l'homme était sur elle. Ah oui. Donc ça arrive souvent qu'elles se sentent emprisonnées, enfin que les poignets sont comme s'ils étaient tenus. Donc le corps ramène à la conscience des vraies mémoires physiques de ce qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Alors après, est-ce que ce sont des choses qu'elles vont garder pour elles, ou est-ce que c'est arrivé parfois qu'elles l'expriment au père, au grand-père, enfin, ou à la personne qui les a abusées? Alors, souvent ils sont morts, hein, parce que la plupart de mes clientes ont 50 ans, donc si c'est un grand-père, il est forcément mort. Je ne sais pas comment dire ça. Par expérience, je me rends compte que c'est pas toujours une bonne idée d'aller trouver les personnes concernées, parce que donc c'est ça le drame de l'inceste, c'est que c'est un système, c'est pas qu'un abuseur. Il y a tout le reste de la famille qui tient le secret. Et donc, dans le cas d'un père qui abuse de sa fille, souvent, alors je ne dis pas à tous les coups, mais souvent, la mère le sait, parce qu'elle aura trouvé du sang dans la culotte de sa fille, parce qu'elle a entendu des choses, parce que la fille a un comportement bizarre tout d'un coup, et elle ne veut pas le savoir. C'est tellement insupportable, cette information, qu'elle bloque tout. C'est le déni. Le déni complet. J'ai encore eu un cas cette semaine dramatique où c'est juste pas possible, c'est pas entendable. Donc, si la femme prend le risque d'aller en parler à son père ou à sa mère, et qu'en plus la mère en rajoute une couche en disant non mais t'es complètement folle, tu dis n'importe quoi pour te rendre intéressante ou je ne sais quoi, c'est double peine. Donc moi je suis plutôt j'ai plutôt envie de dire faites des démarches symboliques, d'écrire des lettres symboliques et de les jeter, ou d'aller jeter une grosse pierre dans une rivière, ou de faire une démarche vraiment
qui s'occupe de votre chagrin plutôt que d'aller chercher la réparation parce qu'elle vient pas. Franchement, j'ai que quelques cas sur des milliers où ça s'est bien passé, où le père reconnaît sa faute, ou le grand-père, hein, enfin bref, l'abuseur. Mais c'est très très rare. Très très rare. Et le plus souvent, c'est tu l'as cherché, c'est toi qui voulais. Donc la faute est remise sur l'enfant et ça, c'est juste pas possible. De peine, encore une fois. Mais je suis venue, je vais te donner un exemple qui est vraiment complètement dingue. Je suis venue à comprendre ça un jour. J'avais une dame allemande, d'ailleurs, j'étais encore en Allemagne, qui est venue pour une grosse dépression. Elle était hyper dépressive. Et je la connaissais absolument pas, donc j'ai fait ma séance. Et là, elle me dit, Isabelle, donne-moi un mouchoir, j'ai envie de cracher. Okay. Donc, je lui donne un mouchoir, elle crache. Et c'était la consistance du sperme. Donc, c'était un espèce de crachat blanchâtre. Et là, j'ai compris. Et donc, je lui pose la question, j'ai dit, est-ce que tu as été violée oralement? Elle me dit, donc elle explose en larmes, évidemment, et elle me dit, oui, à 16 ans, en Espagne, en vacances, un été, machin. Donc, la honte, première expérience sexuelle, donc on ferme tout ça. Et donc là, elle avait plus de 40 ans, donc ça faisait au moins 25 ans plus tard, elle recrache le sperme qu'elle avait avalé. Alors, évidemment, je n'ai pas fait faire des analyses biologiques, mais j'aurais aimé, avec le recul, en disant, mais est-ce que c'est possible que le corps en tout cas, a recraché exactement un produit qui ressemblait au sperme pour remettre ça sur le tapis. Donc ça, c'était extraordinaire pour moi de me dire, ok. Et donc, une fois que ça a été craché, c'était un peu comme si elle avait avalé du venin, elle n'était plus dépressive. Elle avait réussi à éjecter le traumatisme qui n'avait jamais été digéré. C'est ça ce qui se passe. Physiquement, le sperme n'avait jamais été digéré parce que c'était un viol. Ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle, c'est que depuis quelques mois et voire quelques années, on entend de plus en plus ces affaires, entre guillemets, affaires, évidemment, ces drames d'abus sexuels et autres choses encore pires. Je pense malheureusement que ça a toujours existé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, si tu veux bien me répondre, ça vient sur le devant de la scène, que les gens le disent en fait? Moi, je ne suis pas aussi positive que ça. Je dirais que c'est encore hyper secret. Enfin, moi, dans ma clientèle, il y a quelques années, je disais que c'était 80% qui avaient été abusés. Là, je suis à 100% quasiment, enfin 95%. Enfin, c'est juste insupportable. Donc, il y a quelque chose qui se délie dans le langage, même si c'est toujours tout déni. Tout à fait. D'ailleurs, le reportage d'Emmanuel Béard là, qui vient de sortir est fantastique. Ça sort, mais c'est encore rien. Là, officiellement, les statistiques ils disent que c'est 10% en France de personnes qui ont été abusées, mais c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est dans toutes les familles. Que ça soit sur 3-4 générations, c'est dans toutes les familles. Ça j'en mets ma main au feu. Donc, que ce soit la grand-mère, l'arrière-grand-mère, nos propres mères ou nous-mêmes, c'est à tous les niveaux. Donc, c'est bien plus répandu qu'on le croit. On croit toujours que l'inceste, c'est chez les ploucs ou chez les autres, mais pas chez soi. Et ça, il faut vraiment se détromper là-dessus. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Vraiment, j'entends des histoires qui sont hallucinantes. Comment une fille va me raconter qu'elle faisait des fellations à son frère à 6 ans. Et elle ne se rend pas compte que c'est de l'inceste. Enfin, mais qu'est-ce qu'elle peut en comprendre à 6 ans du geste qu'elle est en train de faire, en fait? Eh ben, elle comprend rien. Elle comprend juste qu'il faut qu'elle le fasse. Autrement, elle va se faire engueuler. Et donc ça va être des conséquences. Ça, toi, ça fait un espèce de décalage dans le système. Tu vis quelque chose, ça te plaît pas de le faire, tu sais pas ce que tu fais, mais tu sens que c'est pas juste. Et on va te dire, mais si, c'est normal, ou
c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, hein, la manipulation dans les familles, c'est que l'enfant, il croit que c'est normal. Que le père prenne sa douche avec sa fille et la lave trop intimement, c'est normal. Comment? Ben justement, il y a effectivement quelque chose qui est complètement décalé dans ce que l'on vit, dans la compréhension qu'on a aussi des choses de la vie. Quand tu as vécu ça enfant et que tu considères ça entre guillemets normal, même si au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas, comment arriver justement à remettre les choses à leur place, en fait, de se rendre compte que ce n'était pas normal du tout et que cette petite fille, elle n'aurait jamais dû vivre ce qu'elle avait vécu. C'est là que moi je dirais dans mes soins, c'est mon franc-parler. J'appelle vraiment un chat un chat. Si tu as été pénétré, c'est un viol, c'est pas un abus. Oui. C'est la définition légale d'un viol. S'il y a pénétration, c'est viol. Si c'est quelqu'un de la famille, c'est un inceste. Déjà avec les mots, de remettre dans les catégories ce qui s'est passé. Mais c'est extrêmement difficile. Il y a une résistance incroyable. Incroyable. Après, j'ai envie de te dire, c'est malheureusement pas étonnant non plus. Comme tu dis, si une fois qu'on est grand ou quand on est un peu plus grand, on commence à dire ou à dénoncer, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Oui, si on... Personne ne le croit. Personne ne le croit. C'est ça qui est terrible, c'est personne ne le croit. Quoi. Personne ne le croit. Il n'y a plus de preuves, évidemment, 30 ans plus tard. Tu n'as pas gardé ta culotte de sperme. Donc, il n'y a pas de preuves. Donc, c'est la parole de l'un contre l'autre. Et c'est toujours l'autre qui gagne. C'est très, très rare. Et on le voit bien dans les mamans dont les petites filles, il y a plein de procès en ce moment, les petites filles de 3 ans disent qu'elles ont été touchées par leur père. Elles ont des preuves et ils s'en sortent parce que la loi dit que c'est les mamans qui montent leur enfant contre le père. Donc c'est complètement, c'est le monde à l'envers. Donc c'est loin, loin, loin. Ça s'ouvre un petit peu, mais c'est encore très, très loin de la réalité que moi je vois en tout cas. Alors peut-être que j'attire particulièrement ce genre de cas, mais j'en suis pas sûre, franchement. Alors, sans que tu ailles trop loin dans ce que je vais te demander, mais est-ce que tu as eu des hommes aussi? Oui. Oui. Alors les hommes, oui, les hommes, ils vont être plus touchés, de mon expérience, hein, c'est vraiment que de mon expérience, par les prêtres, par les scouts, par ces espèces d'institutions, de groupes, ou par les entraîneurs sportifs, ou dans les cas que j'ai personnellement, c'est moins par la famille, ça va être plus par des groupes pour encadrer les jeunes. Par l'extérieur. Ouais. Bon, c'est pas moins pire non plus, hein, attention. Non, c'est pas je veux dire. Mais non, parce que c'est le même système. Si c'est un prêtre, c'est lui qui a l'autorité. Si c'est l'entraîneur de tennis ou de foot, c'est lui qui a l'autorité sur le groupe. Donc, évidemment que l'entraîneur, il n'est pas à table tous les soirs en face de son enfant. Mais et il y a aussi des mamans abusives. Alors ça, j'en ai eu que quelques cas. Ça reste encore très peu, heureusement, mais ça, c'est encore plus incompréhensible. Oui. Dans ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle, est-ce que, alors, on ne va pas faire une généralité, mais est-ce qu'il est possible que à chaque niveau, à chaque génération, il y ait eu par exemple, dans une famille, à chaque fois qu'il y a eu inceste ou abus? Ah bah c'est évident. Pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que, par exemple, si une arrière-grand-mère a été violée à la guerre, ce qui se faisait, hein, c'est une arme de guerre, effectivement. C'était une arme de guerre. Elle le passe sous silence parce qu'elle a honte, machin. Hop, sa fille récupère l'information abus sexuel et ça ça passe d'une génération à l'autre. Bien sûr, bien sûr. Et comme le système couvre et que le système judiciaire en France couvre toujours, c'est vraiment, je crois qu'il n'y a que 7% des gens qui portent plainte qui gagnent le procès. Il faut s'imaginer. Et il y a quasiment personne qui porte plainte. Il faut vraiment avoir un dossier en béton. J'ai eu un cas hyper grave d'une jeune fille qui a été violée pendant 11 ans par son père, je crois. Il
tous les matins, donc elle avait du sperme sur elle tous les jours. Et par le plus grand des hasards, sur un chat anonyme, elle a réussi à confier ça à quelqu'un dont le père était commissaire de police. Donc il a réussi à la sortir de là, sauf qu'elle a dû changer d'identité parce que toute la famille s'est montée contre elle. Comment tu peux mettre ton père en prison? Donc, et c'est en France, hein, c'est pas des gens, c'est des gens tout à fait normaux qui sont capables de faire des choses comme ça. Donc la mère savait, la mère tapait sur sa fille quand elle criait trop. C'est tout un système, il faut vraiment comprendre ça. C'est très rare que personne ne sache ce qui se passe. Je trouve ça n'a pas de mots d'ailleurs. Ça n'a pas de mots, ça n'a pas de mots. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à salir la dignité d'un enfant. C'est parce que c'est ça qui se passe. C'est pas que l'acte sexuel en soi qui est abominable et tout ça sur un enfant. C'est je te prends de ta dignité, je te prends de ton innocence. Je n'ai pas d'explication pour ce qui fait que on a envie de faire ça, à part prendre le pouvoir sur l'autre. Ça c'est une motivation qui me paraît juste. En faisant ça, j'ai du pouvoir sur toi, donc je me sens plus grand. Le plus souvent, il y a la peur. Enfin, ces enfants ont peur et parce qu'ils disent rien pour tout un tas de raisons. C'est vraiment les mettre dans une camisole et c'est pire que ça. C'est terrible. Mais dans ce que tu me dis, dans ce que tu nous dis, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont concernés ou qui connaissent des gens qui sont dans ce cas-là, il est possible de se guérir de ça, j'ai envie de dire. Mais oui. Donc moi, c'est devenu mon cheval de Troie, je dirais, c'est vraiment devenu ma mission de vie de réparer physiquement et énergétiquement la blessure dans le corps. Donc d'ailleurs, souvent après les séances, les femmes ont des règles plus abondantes là, le mois d'après, ou vont avoir une urine hyper nauséabonde parce que le traumatisme sort physiquement du corps comme ça. Donc moi, c'est vraiment devenu ma motivation première d'aider les femmes en général qui ont vécu un abus sexuel à se libérer physiquement de ce traumatisme et de réactiver leur énergie sexuelle. Et donc, il y a vraiment, entre guillemets, un chamboulement ou une remise pas à niveau, mais il y a quelque chose qui revient dans l'ordre, comme l'ordre des choses. Ah bah, pas à tous les coups. Hein. J'ai évidemment des cas où l'énergie sexuelle ne se rallume pas parce que c'est pas le moment ou parce que, j'en sais rien pourquoi d'ailleurs, mais enfin, ça ne marche pas à tous les coups, ça on est bien d'accord. Mais moi, mon ambition, c'est aller guérir le traumatisme dans le corps. Dans l'énergétique aussi. Dans l'énergétique, évidemment. Faire sauter le blocage là pour tendre vers une sexualité qui, elle, va guérir le corps et faire la paix dans la personne. Donc c'est mon ambition à moi et c'est ce que j'essaie de faire au mieux. Mais ce que je veux vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que c'est possible de s'en sortir. C'est pas parce qu'on a été abusé qu'on va avoir une vie sexuelle catastrophique toute notre vie ou qu'on va être dépressif toute notre vie. Non, ça fait partie de notre histoire, oui. Et il y a moyen de dépasser ça. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent à mes clients, si souvent ça s'est passé en 2 minutes, 3 minutes, hein, l'agression, ne laissez pas 3 minutes gâcher votre vie. Reprenez votre pouvoir. Ce qu'a fait ce type, c'était pas correct. Et ne lui donnez pas ce pouvoir que vous gâchez votre vie. C'est juste insupportable. Rien que pour ça, il faut mobiliser ses forces pour dire ok, ça m'est arrivé, c'est un fait. Je décide de faire ce qu'il faut pour guérir et j'avance. Et là, c'est la victoire sur le mal quelque part. Quand je t'entends, Isabelle, c'est vrai que parfois, il arrive qu'on se rappelle absolument rien du tout. Donc, ça peut aussi expliquer, mais pas forcément systématiquement, que s'il y a une dépression, s'il y a un mal-être profond, alors c'est pas forcément que ça, bien évidemment, mais faire très attention à ce qu'on dit, mais ça peut aussi permettre de comprendre
Pourquoi on n'est pas bien? Pourquoi on a envie, peut-être même des fois envie d'être suicidaire? Pourquoi on n'a pas envie de vivre? Pourquoi on est toujours dans le noir, dans un mal-être qui est profond? Ça peut effectivement, même si elles ne viennent pas pour ça te voir, faire comprendre que finalement, la vraie raison, elle est... Bien sûr, parce que notre corps est notre meilleur ami. Notre corps, il ne crée pas des symptômes pour nous embêter. Il veut qu'on se libère parce que notre corps est l'enveloppe de l'âme. Donc l'âme, elle veut resplendir, elle veut être dans sa puissance. Si le corps, il est enfermé dans un traumatisme dont il n'a pas conscience, parce que tout a été verrouillé, tu n'as pas le droit de sortir ça, forcément que l'âme va s'appauvrir, va perdre de sa rayonnance et va faire tomber le corps dans une dépression ou un autre symptôme. Donc, oui, évidemment, si on n'est pas épanoui et qu'on n'est pas dans sa puissance, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a coincé un jour ou l'autre. C'est pas forcément un abus sexuel, mais c'est un moment où l'enfant s'est figé. Le mot figé revient souvent. C'est là, j'ai pu respirer. J'avais tellement peur. Moi, j'ai des cas aussi de gens qui ont été kidnappés ou qui ont été vraiment avec une arme sur la tête. On ferme tout. C'est ça. Et quand on ferme tout, oui. Il n'y a plus rien qui passe. Ça relève du même traumatisme, en fait. À un moment donné, on arrête l'évolution de la personne qui subit. Et souvent, les gens le portent sur eux, donc c'est assez drôle. J'ai souvent des femmes qui ont l'air d'avoir 14 ans. Elles mettent encore des jeans de gamines qui font 40 kilos, enfin, vraiment leur physique s'est arrêtée. D'accord. Et l'autre physique qui revient souvent, c'est vraiment le surpoids. Le surpoids qui fait qu'on se protège, on ne devient pas attrayante pour ne surtout pas attirer ce genre de situation encore dans sa vie. Donc on se cache derrière la graisse. barricade et donc par le surpoids, inconsciemment, on dit qu'on n'est pas désirable et qu'on va attirer à soi, qui peut nous remettre entre guillemets en danger. Donc ça a des conséquences multiples sur la santé, mais aussi sur l'argent. Ça, c'est un thème qui est vraiment intéressant. Donc, on dit toujours, d'ailleurs en français, les bourses, donc les couilles des hommes, c'est le même mot que tenir la bourse financière et la bourse au niveau des actions. Donc, le terme est lié, les bourses et l'argent. OK ? Et souvent, dans les abus sexuels ou dans l'inceste surtout, quand il y a, par exemple, avec un grand-père, c'est très souvent qu'il va donner une petite pièce après, ou un billet. Et donc, l'enfant fait quelque chose qui ne lui convient pas, mais papy donne 5 € ou 10 € après. C'est terrible ça aussi, ça veut dire que quelque part j'achète ton silence aussi. C'est bien pire que ça, c'est je te paye ce que tu me donnes, que tu n'as pas envie de me donner. Donc c'est ça, c'est de la prostitution quelque part. Et donc ça arrive souvent, je ne donne pas un exemple comme ça par hasard. Ça fait que la petite fille, évidemment, à 10 ans qu'on a envie de s'acheter des petits bijoux, je ne sais quoi, elle va faire ça pour avoir le billet derrière. Ils sont encore plus insidieux, quoi. Oui, c'est encore plus pervers. Et donc, après, il va y avoir ce truc. Puis en plus, il y a des enfants abusés qui vont peut-être même avoir du plaisir parce que il y en a qui vont faire ça de façon à que ce soit pas violent, que ce soit doux, des caresses, tout ça. Donc ça donne de la culpabilité. Et ces gens-là vont sûrement avoir un problème avec l'argent. Si je demande de l'argent pour ma prestation, par exemple, c'est des gens qui vont être indépendants, qui ont une prestation, et ben ils vont pas réussir à demander de l'argent parce que c'est tellement embrouillé dans leur esprit, donc ils vont pas s'en sortir. Pour aller plus loin dans ce que tu es en train de dire par rapport à ce rapport à l'argent, est-ce que ça peut aussi être révélateur des gens aujourd'hui, des femmes ou des hommes qui se prostituent? Est-ce que ça peut avoir un lien? Pour moi, j'en suis persuadée. Je ne vais pas dire que c'est du 100% non plus, j'en sais rien. Mais oui, l'enfant apprend très tôt
qu'il peut donner du plaisir à un homme et qu'il peut avoir de l'argent facile, parce que 5 ou 10 euros pour un enfant petit, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est la même chose qui va se rejouer. Et comme je disais au début, c'est soit zéro sexualité, soit une hypersexualité. Donc, les gens qui sont attirés par là disent « Ok, moi j'aime bien, c'est facile pour moi. » Mais je ne peux pas croire qu'on tombe dans la prostitution par vocation. Ça me paraît tiré par les cheveux. Oui, ça paraît... bon, après, comme tu dis, il y a des gens qui aiment le sexe pour le sexe et qui... Ah oui, bien sûr. Pas bien, quoi, hein. Bien sûr, mais il y a toute la maltraitance qui va avec. Hein. Les prostituées, c'est pas qu'elles s'envoient en l'air toute la journée et que tout va bien. Hein. Hein, c'est pas romantique comme travail. Donc, non, mais c'est sûr que ça serait un autre sujet d'émission. Lorsque je t'ai rencontré, on va dévier un tout petit peu, mais ça reste en lien quand même, hein, parce que ça me touche aussi profondément. Tu m'as, en m'expliquant et en parlant de tes soins, tu as aussi évoqué, alors je vais me dire que c'est le côté rayon de soleil de cette émission aussi, hein, c'est pas que tout n'est pas complètement négatif dans ce que tu fais dans tes soins, et ça l'est pas puisque tu guéris les personnes et tu les aides à sortir de ça. Tu m'as évoqué aussi le fait que pas mal de femmes, pour dire quasi toutes, arrivaient à tomber enceinte, et j'ai trouvé... Permets-moi de faire juste cette parenthèse parce que je trouve qu'elle est très belle dans les soins que tu proposes et dans les capacités qui sont les tiennes. Tu as aussi ce merveilleux talent, on va dire, don, que de pouvoir permettre à certaines femmes qui ont des soucis de tomber enceinte. En effet, ça c'est l'autre pendant de mon travail. C'est une de mes forces, c'est que des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes, si elles doivent tomber enceintes, une séance suffit. Je mets mes mains sur leur ventre. Il y a un énorme bloop qui se dégage au niveau des ovaires. Donc ça aussi, ça peut être des mémoires d'avortement, mais aussi du transgénérationnel. C'est bien plus souvent du transgénérationnel qu'il y a eu un drame dans la famille ou je ne sais quoi par rapport aux enfants. Donc ça fait bloop. L'énergie descend dans le vagin, mais les femmes le sentent, hein, ça fait une espèce d'entonnoir. Et j'irai dans les 3 mois qui suivent, elles sont enceintes. Donc ça ne marche pas à tous les coups, attention. Mais si ça doit marcher, toutes celles qui sont tombées enceintes en une fois. Donc ça, c'est franchement merveilleux. J'ai des faire-part dans mon salon de bébé, là, parce qu'en plus, moi, j'adore les bébés. Je suis vraiment une fan de bébés. Et j'ai adoré être enceinte, donc c'est vraiment un cadeau qui est fantastique. Je refais le lien avec les abus. Est-ce que tu as pu aussi constater que parfois certaines femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'elles avaient été abusées? Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Évidemment. Et ce que ça me fait penser, c'est que on parlait quand on oublie les traumatismes, là, comment on appelle ça, Déni? Non, pas le déni, mais je trouve plus le nom. Enfin bref. Donc il y a plein de femmes qui ont été abusées qui s'en rappellent pas du tout. Et ça va être au moment soit de la grossesse, soit de l'accouchement ou de l'allaitement, si elles ont une fille, que ça va sortir. Ça va. Un cas cette semaine, exactement ça. Donc ça allait plus ou moins dans sa vie. Elle tombe enceinte, elle accouche, elle se met à allaiter et le plongeon direct dans la dépression parce que ça rappelait l'inceste. Donc c'est très très lié. La maternité, alors autant moi j'ai fait l'expérience personnellement quand j'ai accouché que je suis rentrée dans ma puissance. J'ai adoré accoucher. Je suis une des rares femmes qui a adoré accoucher. Pour moi, c'était fantastique. C'était même pas douloureux. C'était juste rentrer dans ma puissance de femme. Je suis capable de sortir cet être parfait avec ma force. Donc, ça a été merveilleux. Et pour beaucoup, ça rappelle des traumatismes sexuels. Et comme elles ne sont pas accompagnées et qu'elles sont avec le bébé, les hormones, tout ça, et ben, ça repasse sous le tapis. Ça va revenir peut-être à l'enfant d'après ou je ne sais quoi, mais la grossesse et l'accouchement sont des gros déclencheurs de mémoire. Oui, ça surtout si c'est une fille. Si c'est un garçon, ça va passer plus facilement. Surtout chez les filles.
Et souvent, j'ai même une de mes meilleures amies qui m'avait raconté ça. Elle avait eu son bébé, elle l'allaitait, et elle a senti le regard de son père sur son sein, qu'il n'avait jamais vu sa fille allaiter, ça, et ça lui a coupé le lait. Ça alors, c'est incroyable. Ah oui. Et moi, je sentais vraiment, ça ne veut pas dire qu'il a abusé d'elle, mais rien que le regard du père sur un sein de femme qui allait son bébé, enfin, un sein gorgé de lait, donc qui est beau, ça a suffi pour lui couper le lait. Là, évidemment, c'était son père, mais c'était le regard d'un homme sur le sein de cette femme qui allaitait. D'ailleurs, souvent, dans les problèmes d'allaitement, il y a souvent des questions de regard. Jamais de la vie, on va enlever son chemisier sur un canapé, tout d'un coup on devient maman et on fait ça. Ce qui est très bien, moi j'ai pas du tout de problème avec ça, mais c'est quand même une promiscuité complètement dingue. C'est fou quand on y pense. Mais complètement. Jamais on pense sur ça. Il y a des gens que ça dérange beaucoup, oui. Même des femmes entre elles que ça dérange beaucoup. Et il y a ce regard effectivement qui gêne énormément les mamans, oui bien sûr. Même encore aujourd'hui, oui. Oui, bien sûr, c'est pas anodin du tout, ce geste-là n'est pas anodin du tout. Pour en revenir on en est toujours là, hein, mais dans la continuité de nos échanges, tu parlais effectivement que le fait de guérir de ces traumatismes et de s'en libérer permettait de vivre à la fois une sexualité, on va dire, épanouie, mais au-delà de ça, une sexualité qui permet de maintenir et à la fois son être en totalité et son corps en bonne santé. Ouais, donc là, vraiment, j'insiste beaucoup sur cette énergie sexuelle. Donc moi, je sens dans le vagin d'une femme, souvent, c'est comme si c'était une source. C'est la source de vie, c'est là qu'on fait les enfants, c'est là que les miracles arrivent. Et donc, si cette source n'est pas activée sexuellement, forcément elle va perdre de sa puissance. C'est comme une rivière qui reste, qui bouge pas. Elle va perdre de sa qualité d'eau. Donc, c'est vraiment important et on n'a pas besoin d'un partenaire sexuel pour faire ça. On peut se masturber, on peut se toucher pour prendre soin ou mettre un œuf de quartz rose dans le vagin qui va activer l'énergie là-dedans. Il y a plein de façons de faire. Mais de prendre soin de sa source, c'est ce que je dis, prenez soin de votre source et activez-la. Parce que c'est mauvais, on ne peut pas rester 5 ans, 10 ans, 20 ans sans sexualité. Et bien où cette énergie-là? J'ai envie de dire, il y a des hommes aussi qui sont abstinents, hein. Il n'y a pas que des femmes qui... Parce que ça donne au niveau des prêtres. Ils sont abstinents et puis après ils violent des enfants. Enfin, c'est juste pas possible. C'est une énergie qui demande à jaillir, c'est une énergie de vie. Oui, et si elle n'est pas entretenue, pour moi, c'est une grosse cause de mal-être psychologique ou après physique, parce qu'il y a quelque chose qui coince. C'est vraiment une grosse clé. C'est l'énergie qui ne circule pas. Alors évidemment, ça ne veut pas dire de faire son devoir conjugal, ce mot que je déteste au plus possible, ou de faire des choses qui ne nous conviennent pas, mais comme je disais, on peut activer ça soi-même, et si on a de la chance d'être avec un partenaire avec qui c'est possible de retrouver une sexualité qui nous convient mieux, évidemment que c'est formidable. C'est ce qu'on peut appeler, Isabelle, la sexualité sacrée, mais dans le sens où elle nous permet d'être complètement dans notre énergie sacrée aussi. Voilà. Donc là, c'est un thème qui est très personnel. Je ne sais pas jusqu'où j'ai envie de partager mes expériences, mais en tout cas, je ne savais même pas ce que c'était de la sexualité sacrée jusqu'à temps que je rencontre Bruno, mon compagnon. Alors que petite, ma mère me disait la sexualité c'est sacré, donc j'avais déjà entendu ce mot. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et donc j'ai le privilège de faire cette expérience. Et j'en témoigne aujourd'hui avec la seule motivation que ça ouvre une fenêtre ou une porte dans l'inconscient des gens en disant ça existe, ça existe. Parce que tant qu'on ne sait pas ce que c'est,
et qu'on en est cantonné aux films d'amour ou au porno qui passent sur Internet. Bon. Et je pense que les femmes, les hommes sûrement aussi, mais je parle pour les femmes, sentent au fond d'elles que ce qu'elles ont vécu jusqu'à maintenant, c'était pas ça. C'était pas ça la vraie sexualité, c'était pas ça la sexualité sacrée. Il y a une espèce de nostalgie latente comme ça, dire alors, bon, déjà moi dans mon expérience, je demande souvent à mes clientes si elles sont épanouies sexuellement, c'est une catastrophe. La plupart n'ont jamais joué de leur vie, ou alors quelquefois, et c'est vraiment, elles font ça pour avoir la paix ou garder leur mari ou je ne sais quoi, mais ça les intéresse absolument pas et elles sont pas épanouies. Tandis que la sexualité sacrée, c'est une énergie qui guérit, c'est une énergie qui recharge, c'est une énergie qui fait se connecter sur tous les plans. Et moi, j'en arrive à penser que cette énergie de sexualité sacrée a le pouvoir de guérir le monde. C'est à ce point-là pourquoi on fait les guerres, c'est parce qu'on ne touche pas à ça. Et ce qui se passe, c'est que donc j'ai pas de technique malheureusement à donner aux autres, à part ne rien faire. Je me suis rendu compte qu'on est dans la tête quand on croit faire l'amour. Dans quelle position je suis, qu'est-ce qu'il veut pas, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je veux pas, ça dure trop longtemps, j'ai ma lessive à faire. Enfin, on n'est que dans la tête. Non, mais c'est terrible, hein, quand on ose demander à quelqu'un, dis-moi ce qui se passe dans ta tête quand tu fais l'amour, mais il se passe plein de choses. Donc, il se passe plein de choses, mais pas ce qui devrait se passer. Et donc, on n'est pas présent à soi. Donc, moi, ce que j'expérimente de la sexualité sacrée, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est juste, je pense souvent à une prise de courant qu'on branche. Donc, moi, en tant que femme, étant, comment on appelle ça, les mères, non? Il n'y a pas une espèce de... Ça se comprend tout seul. Oui, enfin bref. Moi, je suis la prise dans le mur et le sexe de l'homme et la prise qu'on vient mettre dedans. Et ça, et sans aucun mouvement ou quoi que ce soit, ça se branche. C'est comme si... Et le courant passe. Le courant passe, voilà. C'est un circuit électrique. Il faut attendre quelques minutes peut-être, juste en respirant, en se regardant dans les yeux, en s'embrassant. Et ce courant électrique s'allume tout d'un coup, ça fait même un espèce de bruit de moteur, enfin, c'est assez bizarre. Et après, c'est les corps qui font l'amour, c'est vraiment des vagues, des mouvements, une espèce de danse comme ça, qui se fait tout seul, et c'est rien à faire, tu peux même pas arrêter d'ailleurs. Donc c'est d'une harmonie incroyable, et ça te catapulte, donc, comme on dit, ça t'envoie, ce que j'appelle dans la source, donc on peut appeler ça sous plein d'autres mondes, non, ça t'envoie dans un autre espace où tu n'as même plus besoin de respirer, c'est pas des sorties de corps, mais c'est de l'extase, c'est même pas de l'orgasme, c'est une extase qui s'expand comme ça. Et là où tu as le cœur qui explose, et c'est juste fantastique. Je donne souvent l'exemple, c'est une sexualité normale, normale, médiocre, je dirais, c'est aller au McDo, et une sexualité sacrée, c'est aller dans un resto gastronomique 3 étoiles. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, mais rien du tout à voir. Donc, merci de partager ça avec nous parce que c'est très intime, oui. Et ça me touche que tu le partages. Mais oui, ça existe puisque toi, dans ta vie, tu le vis. Et j'ai envie de dire, souhaitons à nous tous effectivement de pouvoir l'expérimenter et le vivre. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a été abusé qu'on n'a pas le droit de toucher à ça. Au contraire, et je pense vraiment que c'est un cercle de guérison. Quand on a été touché dans sa dignité comme ça, il peut y avoir ce genre de guérison qui nous donne accès à ça. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, je te l'enverrai, je ne sais pas si tu pourras la mettre dans la vidéo après, un très très vieux dessin de, je
crois que c'était l'apôtre Thomas, il faut que je vérifie les informations. Tu me l'enverras, je le mettrai. Oui. Je le ferai. C'est fantastique. On voit la moitié du corps d'un homme, la moitié du corps d'une femme, l'un sur l'autre, et c'est vraiment un symbole de la sexualité sacrée en disant quand les deux ne font plus qu'un, enfin je ne sais plus, il y a plusieurs trucs, ils arrivent au royaume de Dieu. Et c'est ça qui se passe. Donc là, c'est une connotation religieuse, mais moi je préfère dire la source. Quand les deux énergies masculines et féminines se rejoignent, ça a le pouvoir de nous remettre dans l'énergie d'où on vient, de la source. On vient de la source. Et donc, moi, j'en arrive même à penser, alors ça, c'est une théorie très personnelle, que toutes ces histoires d'inceste, d'abus sexuels par l'Église, par tout ce système depuis des millénaires, c'est pour casser la femme, pour qu'elle n'ait pas accès à cette puissance. Parce que moi, je me rends compte que c'est la femme qui donne la puissance à l'homme. C'est son antre qui va donner la puissance à l'homme. On peut dire presque l'image du calice. C'est ça. Sa coupe qui permet qui permet à l'homme de se brancher dessus et de lui de rentrer dans sa puissance. Et en violant toutes ces femmes, en abusant d'elles, on coupe ça et on coupe la connexion au divin. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je pense vraiment que c'est ça qui se passe. Le Graal, pour moi, c'est ça. C'est d'arriver à vivre ce genre d'expérience et à rentrer dans sa vraie puissance sexuelle, mais pas que sexuelle. Quand on est dans son énergie comme ça, hyper équilibrée, forcément qu'on a l'énergie pour créer des choses, pour faire avancer des choses. L'énergie pour guérison. Pour tout, en fait. La guérison à tous les niveaux. Tout, et même pour attirer l'argent. On le dit, plus on est fluide, plus la vie est fluide, plus l'abondance est là. Donc c'est une grosse clé de guérison. J'ai malheureusement pas la clé magique pour vous dire comment il faut faire, parce que moi je pense que c'est une question d'énergie. Je pense vraiment qu'on peut pas revivre ça avec tous les partenaires, qu'il y a des rencontres comme ça qui font que c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de partenaire pour. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Que c'est très précieux mais qu'il faut tendre vers ça. Moi, j'en arrive même à le partager à mes filles en disant forcément que vous allez tomber sur des partenaires qui regardent des pornos et qui croient que c'est ça la sexualité, et que vous allez vous y plier plus ou moins parce que vous pensez que c'est ça. Mais je vous ouvre moi j'ai découvert ça à 48 ans, je vous ouvre qu'il y a ça. Et ça, c'est vraiment faire l'amour. Ce terme, faire l'amour, c'est vraiment les deux énergies qui. Les deux cœurs, les deux âmes, c'est l'être dans sa totalité. Voilà. Qui rencontre l'autre, en fait. Voilà. Donc le sexe, le cœur, la bouche, l'intuition, il y a vraiment ce mouvement-là de connexion. De connexion comme un truc velcro, là, tu sais, qui se zappe et qui monte. Enfin, c'est un mauvais exemple, mais je sens ce mouvement-là comme ça pour monter dans une autre énergie. Hein. Ce que tu réalises que tu as dit tout à l'heure, c'est le Graal. Et de tout temps, on a représenté le Graal dans une coupe. Mais c'est ça. C'est quand même incroyable. Et j'en arrive vraiment avec Bruno, on en est persuadé que Jésus et Marie-Madeleine étaient un couple sacré. Ils vivaient cette sexualité sacrée. Et que l'Église a volontairement cassé ça en la faisant passer pour une pute pour qu'on ne rentre pas dans cette puissance. Oui, et ça veut dire dénigrer toutes les femmes, le fait qu'elles n'aient pas droit au plaisir, etc. Mais même encore aujourd'hui, tout autour de nous, dans d'autres pays, mais même en France aussi, on interdit aux femmes d'être dans ce plaisir justement et c'est la perdition, c'est tout ce qui va avec, quoi. Bien sûr, mais là pour moi ça dépasse même le plaisir, c'est vraiment rentrer dans sa puissance féminine et donner la puissance à l'homme pour être l'égal de Dieu finalement. Enfin, pas dire que je me prends pour Dieu, c'est pas du tout ça, mais c'est la même énergie. C'est la même énergie.
Énergie divine. Ouais, on est des enfants de Dieu, c'est pas religieux ce que je dis, hein. On est des enfants de ce miracle de la vie, et si on y a accès, forcément qu'on devient puissant, c'est-à-dire qu'on devient, hein, tu comprends bien ce que je veux dire, et donc c'est mieux pour tout le monde qu'on reste dans notre petitesse sans faire de vagues. Alors, on va se souhaiter à tous et à toutes de retrouver notre puissance. Ah oui, complet. Et la divinité qui est en nous. Et ça rejoint dans la question que je vais te poser, puisqu'on arrive au terme de cette émission déjà. Je pense qu'il y a... J'aime pas le mot travail, moi ça m'a toujours dérangé dans le fait d'avancer, de comprendre et d'essayer de guérir en soi. Il y a tout un cheminement, tout un tas de rencontres, de synchronicité, de guérison, les rencontres que tu as pu faire toi avec Bruno, et ça sera une émission qu'on va enregistrer après, hein, c'est avec Bruno, donc on aura la joie aussi de le rencontrer sur un autre sujet qui sont les constellations familiales. Mais ça veut dire que c'est le fait qu'on ait cheminé, qu'on ait compris, qu'on ait reçu, soit rencontré des gens, ou avoir des bonnes méthodes, des thérapies, etc., tout ce qui peut nous aider à guérir peut nous permettre aussi d'accéder en fait à cette je veux dire, de rejaillir dans notre divinité, dans notre puissance. Dans cette compétition. Et moi, je pense que c'est le corps, le vecteur. Enfin, comme l'âme, elle est ici, elle est dans le corps. Elle va donner des élans comme ça, comme nous, on s'est rencontrés. Moi, j'ai plein de gens qui m'appellent vraiment de loin. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez venir faire jusqu'à Alsace, c'est loin, tout ça. Ils disent, non, je sais que c'est toi. Enfin, il y a une espèce d'élan, d'intuition, de faire confiance à ces ressentis de corps et pas de mental. Moi, je suis vraiment pour le corps, de se dire, ok, mon corps me donne des ouvertures comme ça, je suis. Et je pense que c'est ça la guérison. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, c'est ça que je mets en dernier. La guérison du corps la guérison de l'âme passe par le corps, et la guérison du corps passe par l'âme. C'est vraiment un travail physique, c'est pas mental. Il faut passer par le corps. C'est par le corps, oui. Ben, on parle que de ça depuis le début. Alors, effectivement, le corps peut vraiment vivre des traumatismes et les garder enfouis, mais il est possible aussi de s'en sortir, de s'en guérir et d'aller vers ce cheminement, vers sa propre guérison finalement. Oui, je me rends compte que c'est pas les gens qui ont une histoire les plus faciles qui s'en sortent le mieux. Enfin, les gens qui ont vraiment eu des gros traumatismes, des choses très difficiles, ils développent une énergie de vie justement très forte qui va faire qu'ils vont s'en libérer plus ou moins rapidement pour justement faire un pied de nez à ces traumatismes en disant ok, j'ai vécu ça, c'est un fait, mais je vais pas me laisser abattre pour autant, et je mérite d'être heureux, parce que moi j'ai été éduquée dans un milieu paysan où la vie est dure. Il faut en chier, il faut en baver, il faut vraiment payer dur tout. Et moi je me rends compte que la vie est fluide maintenant. Bah oui. Oui, j'ai pas besoin de faire des efforts, tout vient à moi. C'est vraiment ce mouvement-là. Et quand je parlais de faire l'amour tout à l'heure, c'est vraiment un espèce de mouvement de serpent comme ça. Quand on est dans ce mouvement-là, la vie est fluide, comme la rivière qui coule. Et donc, je fais l'expérience que la vie devient fluide, plus on se libère de son histoire. J'ai envie de dire guérir en soi. Tu me donneras ta définition si tu le souhaites. C'est tout ça, guérir en soi. C'est retrouver ça. Tu vois, là, l'idée qui me vient, c'est de passer de l'enfant figé dans son traumatisme. On est tous figés, hein, faut pas, même si on n'a pas été abusé ou je ne sais quoi, ou tapé, on a vécu des choses difficiles en tant qu'enfant. Donc, de passer de la guérison, ça serait passer de l'enfant figé à l'adulte fluide qui se laisse guider par son âme, par son intuition, par quelque chose de plus grand que lui, qui l'emmène à l'épanouissement. Il se laisse porter. Oui. Ça ne veut pas dire ne pas prendre d'action, hein, mais vraiment. Ça ne vient pas tout seul, non? Se laisser
Plutôt, les surfeurs, ils le savent bien, hein, ils vont pas aller contre la vague, hein, ils attendent que la vague arrive et hop, à l'instant T, ils montent sur leur planche et ils s'éclatent et ils vont le plus loin possible. Et nous, souvent, on est avec notre planche et on se prend le mur. mais c'est sûr. C'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est rentrer dans cette fluidité et savoir monter sur la planche au bon moment. Saisir la vague, on sent que c'est le bon moment. C'est vraiment être à l'écoute de soi et à l'écoute de son corps finalement, parce que lui, il sait. Le corps sait, et la joie, moi je dis souvent la clé, c'est la joie. Et on est plus joyeux. Enfin, combien de secondes on rit par jour? Je ne sais même pas si... Moi, ça m'arrive souvent, mais parce que je suis comme ça. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui rient tous les jours et qui sont vraiment dans la joie du petit enfant qui s'épanouit en regardant une petite fourmi qui passe par terre. Ça, c'est vraiment une des clés d'être dans la joie enfantine quelque part. Retrouver notre belle naïveté, notre innocence. Voilà, mais oui, mais c'est ça qui se passe dans les abus, c'est qu'on prend à l'enfant son innocence. Oui. Et le fait de retrouver cette innocence innée qu'on a quand on est petit fait partie de la guérison totale. Alors, on va se souhaiter la joie, et quand je vois ton visage, je vois qu'il est joyeux. Tu illumines et Dieu sait si ça fait du bien, tu es rayonnante, et en plus, la couleur que tu portes aujourd'hui rajoute à cette lumière qui émane de toi. Oui. Merci en tous les cas de ce témoignage et de ce sujet qui n'est pas forcément facile à aborder, mais qui malheureusement touche beaucoup de personnes, peut-être des gens qu'on a autour de nous et peut-être même nous-mêmes. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, on ne s'en rappelle pas. Souhaitons-nous de guérir en nous et de guérir en soi et de retrouver nos joies d'enfant. Merci Florence. Merci Isabelle. À très bientôt. À bientôt. Merci.